vous demande d'accueillir très très chaleureusement Louis Fouché. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, je prends. Je prends et je redonne à tous ceux que vous ne voyez pas, tous ceux qui ont aidé à ce qu'il se passe des choses ces dernières années et qui ont été très très nombreux dans l'ombre. Bon, la première, évidemment, c'est ma femme, parce que vous avez compris que c'était le cerveau de la bande. Moi, je suis jamais que les jambes. Et puis tous ceux qu'il y a autour qui vraiment ont permis qu'il se passe quelque chose, effectivement. Vous êtes dans un très bel écrin. Hein. Ça vous donne un très joli teint et vous êtes très beau. Et ça, c'est le début, c'est le tout début. C'est le tout début du travail sur l'espoir, c'est le travail sur les égards. Les égards pour l'autre, les égards pour l'avenir. Et ça vient de mon frère. Mon frère, tout petit, après passer la phase classique des combats entre frères, aboutissant aux urgences et aux points de suture, on a tous les deux décidé d'essayer autre chose. Et il a inventé un nouveau sport, la sympacologie. Il a appelé ça comme ça. Et la sympacologie, c'était quoi? C'était tous les matins essayer de dire à son frère quelque chose qu'on pense vraiment avec le cœur et de positif. Bon, faut trouver parfois, hein. Il y a des gens, on est obligé de chercher, de gratter, mais on trouve malgré tout. Vous avez un très beau bouchon de manchette, Monsieur le Président. Ou quelqu'un où vous auriez du mal, je pense à personne en particulier. Parce que ces égards vont permettre d'ouvrir une sorte de dialogue, une négociation, une diplomatie constructive. Alors, quand Marc m'a demandé de parler d'espoir, j'ai deux références qui m'ont sauté à l'esprit. La première, c'est Michel Blanc dans Les Bronzés font du ski. Dans 3 minutes, je considère qu'on est définitivement foutu. Bon, et vous savez ce qu'il propose, hein. Pourquoi pas? Et puis la deuxième, c'est Hésiode. Hésiode, dans Les Travaux et les Jours, au 8e siècle, qui écrit dans un long poème, il y a un autre poème où il en parle aussi, mais surtout dans celui-là, de la boîte de Pandore. Et de la boîte de Pandore en disant, mais au fond, l'humain a dépassé les limites, avec l'aide de Titan et de Prométhée, ils ont volé le feu aux dieux, ils ont voulu devenir l'égal des dieux, on a eu la folie des grandeurs, dépasser la mesure, l'hubris. Et évidemment, Zeus a décidé de se venger, la némésis, la colère des dieux. Et pour se venger, il envoie une femme à la sœur de Prométhée, Épiméthée, au frère de Prométhée, pardon, on n'est pas encore à l'époque LGBTQIA+. Quoique, en Grèce antique. Mais il envoie donc une femme belle, intelligente, drôle et curieuse à Épiméthée, qui a donné en partage à tous les animaux de la terre les bienfaits, les bénédictions que sont les plumes, les griffes, les ailes. Et lui, l'humain, n'a rien, ni griffes, ni poils, sauf certains. Et Épiméthée a caché au fond de la boîte, toutes les malédictions. La maladie, la vieillesse, la mort, la violence, l'envie, le meurtre, etc. Et il a interdit à Pandore, sa femme, donnée par Zeus, d'ouvrir la boîte. Et évidemment, Pandore ouvre la boîte, parce qu'elle est curieuse. Et l'ensemble des méfaits, des malédictions se répandent sur l'humanité, qui depuis en est grevée. Et tout au fond de la boîte, il reste une toute petite chose, l'espérance, qui peine à sortir. Il y a un regard en dehors de la boîte. Et les Grecs anciens déjà se posent la question, mais qu'est-ce qu'a voulu dire Hésiode?
C'est quoi? C'est un lot de consolation pour toutes les saloperies et les emmerdes qu'on reçoit? Et on continue d'espérer et on y retourne, avec plaisir, dans un éternel retour, qu'on pourrait dire presque un éternel retour nietzschéen, ou l'éternel retour du samsara, du cycle des réincarnations, du karma, auquel on va continuer et rester enfermé, et tourner comme un hamster jusqu'au bout? Ou est-ce que c'est autre chose? Parce que pour certains, l'espoir, c'est ça. Je me prends tout dans la gueule et je continue avec un sourire béat d'espérer un sauveur, par exemple. Un président à la mèche orange, ou un autre avec un chauve au bout du monde, dans les plaines froides slaves. Un autre en Chine, peut-être. Il n'y a pas de sauveur. Il n'y a pas de sauveur. Il est déjà venu. Vous savez, il est déjà venu. Ah ouais, on est piégé dans ce piège messianique. Hein. C'est consubstantiel à notre société. On attendrait quelqu'un d'autre qui fasse le taf à notre place. Hein, il n'y a personne qui fera le taf à notre place. Mais ça, c'est très rassurant, parce que s'il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas de victime. Et il n'y a pas de bourreau. Vous connaissez tous le triangle de Cartman. Cette idée qu'on est piégé dans un triangle dramatique où on passe notre vie à jouer un rôle. On est tour à tour le sauveur, la victime, le bourreau. Mais alors, si on ne fait pas ça, qu'est-ce qu'on fait? Les voies ésotériques en ont parlé, le druidisme comme la franc-maçonnerie. C'est les deux derniers ésotérismes qui restent en Occident aujourd'hui. À la fin, quand vous arrivez au 6e degré, à la fin, vous êtes le grand architecte. C'est ça la clé. Vous êtes le grand architecte. Il n'y a personne d'autre. D'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a plusieurs façons d'être architecte, architecte du futur. Il y aurait une logique qui consiste à contrôler et prédire. Je veux que tout soit selon le plan. Et il y a un plan. Vous savez qu'il y a un plan. On a compris maintenant. Évidemment, ça va aller avec de la violence, avec du viol, avec de la domination, avec de la soumission. Parce que si vous faites ça sur le monde et que vous voulez imposer au monde votre volonté, d'une manière ou d'une autre, vous allez faire souffrir quelqu'un d'autre. Et vous allez le reprendre dans les dents. Est-ce qu'il y aurait une autre façon de poser l'intention, peut-être comme Charles Maxence l'a souligné, l'intention. Ah d'accord, ce serait ça l'espérance et pas l'espoir. L'espoir serait pas un truc là-bas dans le ciel qui viendrait me sauver, non, ce serait une étoile que j'essaye de suivre. Et les Américains disent ça, vous savez, il n'y a pas que des mauvaises choses chez les Américains. Ils avaient dit pour la conquête de l'Ouest, hitch your wagon to a star. Bon ok, ils ont tué tous les Indiens, ils ont annexé leur... Mais ça voulait dire accroche ton chariot à une étoile. Mais ça vient pas de nulle part, les Américains ils reprennent toujours... C'est ça qui marche. C'est un truc un peu mythologique. On entend. Mais je vais hurler. C'est quoi cette étoile? C'est l'étoile des rois mages, évidemment. Mais qu'est-ce qu'il y a en bas de l'étoile des rois mages? Derrière cette espérance. Un bébé dans une mangeoire. Donc il n'y avait pas de place à la coupe. Vous la connaissez l'histoire? Même pour les chrétiens, tout le monde a la place de cette histoire. Vous savez si on a chargé les batteries alors qu'on était là, on s'en a rien forcément sur le côté, et qu'on entend à peine ce que dit la personne qui est sur scène, mais on essaie de récupérer de l'énergie. Mais c'est qu'il y a le bébé de Marc. Il y a un bébé, vous savez, qui passe comme ça. Et donc, il pressent quelque chose, que chaque fois que quelqu'un va parler, le bébé s'attarde un peu plus à côté de lui, pour lui redonner de l'énergie à cause du stress, etc. Il est là. Ah, d'accord, c'est ça qu'il y a au bout de l'espérance. C'est quoi? C'est un bébé qui n'a aucune défense, aucune force, rien, et où pourtant tout est possible. Tout est possible. Et là, il y a de l'espoir. À chaque fois qu'on voit un bébé, on a de l'espoir, on se recharge les batteries. C'est comme Colin Serrault, vous savez, dans la Belle Verte. On se recharge les batteries avec les bébés. Ouais. D'accord, alors ce serait ça, poser une intention. Chercher l'espérance. Essayer d'avoir une étoile qu'on vise et savoir que derrière, en dessous, de toute manière, il n'y aura qu'à reconstruire. Il y aura tout à reconstruire, parce que tout s'effondre. C'est une chance, ce moment d'indétermination où tout s'effondre. Parce que ça veut dire que demain, vous ne savez pas. Imaginez l'angoisse des puissants. Parce que eux, ils savent que leur argent restera bien tranquille au fond d'un coffre-fort, quelque part, aux îles Caïmans ou je ne sais pas quoi. Ils n'ont aucun stress particulier sur leur succession, elle ne leur coûte rien. Rien. Finalement, tout le programme est déjà prédit d'avance.
Et vous avez peut-être remarqué que dans les familles de l'oligarchie dominante, de la finance apatride, vous lui donnez le nom que vous voulez, des programmateurs centraux, le programme est prédit d'avance. Un enfant ne fait pas ce qu'il veut. Il va aller à Louis-le-Grand ou à l'école alsacienne. Puis ensuite, il va faire Normal Sup, ou alors il va faire Polytechnique, ou alors il va faire Sciences Po. Puis après, il sera quelqu'un d'important, il sera juge, médecin ou je sais pas quoi. Et il fera ce qui lui a été demandé pour continuer le système exactement tel qu'il est. Quelle horreur! Quelle vie de merde! Et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que dans ces mêmes familles, si vous en avez côtoyé, l'alcool, la drogue, la débauche sont en fait extrêmement fréquents. Tellement c'est insupportable à vivre. Alors, qu'est-ce qu'on peut préférer? Le confort d'un avenir tout prédit d'avance ou au contraire, l'inconfort aventurier d'une traversée grandiose à vivre, faite de tempêtes et d'accalmies parfois? Ouais, je ne sais pas, mais je me suis posé la question de cette intention de manière très pragmatique, pour pas être dans la loi de l'attraction, folle, etc. Et j'ai eu la chance de travailler au Vietnam pendant 6 mois, et un jour, un de mes collègues me dit « Tiens, voilà, remplace-moi un peu, je vais prier au temple. » Je dis « Ah bon, tu vas prier au temple? Mais c'est quoi? Vous faites comment? Je vous salue Marie, tout ça? Vous avez la paix dans le monde, tout ça ?» Il me regarde, non, non, pas du tout. Non, j'ai acheté un nouveau lave-vaisselle, là. Je vais prier pour que il fonctionne bien longtemps et que il nettoie bien blanc et que ça bien propre et voilà. J'étais très surpris. Ah, c'est ça ta prière? Bah oui, enfin ce serait quoi d'autre? Ah, une intention extrêmement appliquée au réel. Pas quelque chose dans les nuages, pas quelque chose d'éthéré, pas quelque chose dans 50 000 ans. Non, là tout de suite. Quelle est votre intention sur le réel? Frottement dur avec le réel. Mon intention est de faire retirer les vaccins ARN du marché en France. Ouais. Attendez, c'est mon intention. Mais vous voyez que, alors, ne serait-ce que par un commitment public, on se sent obligé, merde, je vais pas pouvoir me rétracter maintenant. Et on va avoir besoin d'énergie parce que je ne sais pas par où commencer. Pourtant, on a rassemblé des gens et je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. On bute sans cesse sur le même mur. Les intérêts financiers, les blocages politiques, les blocages socioculturels, le dogme dominant, etc. Comment faire? Qu'est-ce que je peux faire? Mais attendez, qu'est-ce que je peux faire? Non, ouais, ça c'est Christian. Moi, je suis derrière, mais... Oula, j'ai plus 15 secondes, mais tout le monde a dépassé, alors je vais me permettre 1 minute. Dans ce cas-là, il faut s'inspirer un peu des anciens, de ceux qui ont déjà vécu des situations de merde. C'est ce qu'on fait en médecine, on fait des cas cliniques pour savoir comment on pourrait faire. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Václav Havel qui a écrit Le pouvoir des sans-pouvoirs, et qui est devenu président de Tchécoslovaquie, et qui a beaucoup aidé par la charte de 77 à ce que ça se passe quand même beaucoup plus velours qu'ailleurs. D'ailleurs, ça s'est appelé la révolution de velours, le divorce avec le soviétisme. Et il s'inspire beaucoup de quelqu'un qui s'appelle Kolakovic. Et le père Kolakovic, c'est un prêtre qui vient en Tchécoslovaquie à l'époque, il deviendra la République tchèque, et qui dit à ses ouailles pendant le nazisme, qui est résistant contre le nazisme, et qui dit « Attendez, vous avez rien vu là. Vous avez rien vu. Parce que derrière, c'est l'Union soviétique. Et ça va être même encore pire. Parce que là, il n'y aura plus de vérité, il y aura que du mensonge. Tout sera faux. Et on va vous monter tous les uns contre les autres, les enfants contre les parents, etc. » Et Kolakovic établit une espèce de doctrine de résistance qui tient en 3 points. Voir, juger, agir. Voir, je dois regarder en face ce qui se passe. Peut-être vous êtes tous confrontés dans vos familles ou vos amis respectifs à des gens qui ne veulent pas voir. Et ils ne verront jamais. Le déni collectif sur ce qui s'est passé ces dernières années est ahurissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas le faire faire à d'autres. Vous ne pouvez que le faire pour vous. Personne ne sera éveillé après avoir discuté avec vous. Personne ne verra la lumière. J'ai souvent eu ce constat, en discutant avec les gens, il n'y a personne qui m'a dit à la fin « Oh, waouh ! Oh, waouh ! Oh, putain !
Ouf. Wow, j'ai vu la lumière. Personne, ça m'est pas arrivé. Et ça n'arrivera pas. C'est pas comme ça que ça marche. On voit pour soi. Et ensuite, juger. Juger, ça veut dire quoi? Ça veut dire discerner. Discerner le bien et le mal. Ça veut dire accepter de remettre un référentiel moral sur le monde. Il y a le bien et il y a du mal. Ok, il y a plein de nuances, il y a plein d'ambiguïtés. Mais à un moment, il va falloir trancher. Et après, agir. Et là, j'ai presque pas le temps, mais il me posera la question. Comment agir? Comment mettre cet agir juste en place? Tout seul, vous pouvez rien. Ça se passe forcément à plusieurs. Linus Torvald, qui a développé Linux, développe avant quelque chose qui s'appelle GitHub. Et GitHub, c'est un hébergeur de programmes pour débugger. Et pour réussir à débugger, il se rend compte que tout seul, il ne peut pas le faire. Et même développer GitHub, il ne peut pas le faire tout seul. Et donc, il demande à la communauté de l'aider. Et il se rend compte qu'à partir du moment où il y a à peu près 100 développeurs qui se mettent ensemble, il y en a toujours au moins un qui a la solution au problème qui est posé par un autre. C'est-à-dire que dans cette salle où on est 500, s'il y en a un qui veut créer un hôpital, 800. Oh ben non, vous êtes nombreux. Vous m'impressionnez. C'est-à-dire que s'il y en a un qui veut créer un hôpital, il y en a au moins 8, un hôpital différent, hein, pas le standard. Il y en a au moins 8 qui ont déjà le début d'une idée sur comment l'aider. S'il y en a une qui veut créer une école et qui cherche un lieu, il y en a au moins 8 qui ont peut-être le début d'une idée sur où est-ce qu'on pourrait trouver un lieu à Paris pour faire ça. Si vous voulez faire conquérir le pouvoir politique, même si ça n'a aucun intérêt à mon avis, c'est pareil, il y en a au moins 8 qui auront le début d'une idée. Tout ça se construit de manière patiente, méthodique et déterminée. C'est pas une histoire de grand soir. On vous promet le 10 septembre. Vous avez compris que c'est de l'ingénierie sociale? Ça veut pas dire que plein de gens ils vont pas de bonne volonté. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. La transformation, elle est lente, patiente, méthodique et déterminée. Au travail. Merci. Merci à toi. Merci à vous. Merci beaucoup Louis pour cette inspiration, cette élévation du débat que tu arrives toujours à nous surprendre. En tout cas, moi, j'arrive toujours à être surpris alors que je t'écoute depuis 5 ans maintenant. Ça fait 5 ans déjà. C'est comme si c'était hier. Et à chaque fois, cette volonté de prendre de la hauteur. Pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que tu t'es investi dans cette voie? Tu avais une vie confortable. Tu avais, j'imagine, beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Et tu te retrouves aujourd'hui sur la scène du théâtre du gymnase. Avec Coluche et toi? C'est ça. Et vous? Le salaire d'un praticien hospitalier à l'hôpital public en réanimation, qui fait des gardes, des astreintes, etc., à mon niveau, c'est en gros 6 500, 7 000 euros par mois. C'est confortable. Ce serait 3 fois plus dans le privé, si j'étais parti dans le privé. Moi, j'avais la vocation de travailler dans le public, j'aimais ça, j'aimais avoir des... actuellement, le salaire est de 0 euros. Et c'est impossible de retrouver du travail. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je postule quelque part, on regarde mon CV, on dit « Oui, il n'y a pas de problème, vous avez plus de diplômes que nous tous réunis. » Et je dis « Bah chouette, je me prépare. » Et une semaine avant, je reçois un coup de téléphone. En fait, on a regardé sur Internet, il y a quand même marqué sur Wikipédia que vous êtes un gourou d'une secte anti-vax d'extrême droite qui appelle à la violence, qui maltraite les patients, qui fricote avec les néo-nazis, etc. Ah bon? On ne peut pas vous prendre. On sait que c'est pas vrai, très fort. On sait que c'est pas vrai, mais on ne peut pas se permettre de prendre le risque pour le service. Waouh. Alors au bout d'un certain nombre de fois, je me suis dit, mais c'est un signe du destin. Tu ne reviendras pas dans le confort. L'aventure de traverser la peur, comme disait l'orateur précédent, c'est que on perd tout, mais on gagne infiniment plus. Et ça, je peux vous assurer que je ne reviendrai pas en arrière pour rien au monde. Merci. Merci.